I am the captain of my soul. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 21 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour stimuler son leadership et développer l'attitude capitaine. Il y avait bien longtemps que je ne vous avais pas partagé de parcours de vie. Les 6 derniers épisodes ont en effet fait la part belle à des expertises en série. Alors le moment est venu, en ce début de période estivale, de nous reconnecter avec un parcours de vie peu banal. Mais avant de vous présenter mon invité, il y a une précision que j'aimerais apporter. Je ne partage pas des parcours pour leurs accomplissements. Ce qui m'intéresse par-dessus tout, ce sont les rebondissements, les questionnements et le cheminement. Chaque vie est aussi unique que passionnante, j'en suis convaincu. C'est l'histoire que l'on se raconte qui mérite d'être vécue. Je me suis intéressé ce mois-ci à celle de Maureen Cogitor parce que je trouve que son parcours révèle une belle métaphore. La vie de beaucoup d'entre nous ne se résumerait-elle pas finalement à trouver le juste équilibre entre le sens et l'argent ? Il me semble que nous sommes nombreux à positionner le curseur à la place que l'on estime juste entre le portefeuille et le cœur. Au milieu de ce compromis viennent se mêler des invités impromptus, nos paradoxes, nos peurs, nos envies et autres imprévus. La petite Maureen souhaitait devenir guitariste ou assistante sociale. Mais docile, elle a plutôt suivi le conseil d'orientation parentale. Elle fit longtemps carrière dans le commerce en alliant plaisir et performance, avant qu'une maladie ne la ramène à la notion de sens. Après une grande introspection, elle a lancé sa savonnerie, mais quelques années plus tard, la mort dans l'âme, elle dut se résoudre à fermer sa crèmerie. Aujourd'hui, de nouveau en réflexion sur son prochain épisode, elle aspire à plus de spiritualité et n'hésite pas à consulter médium et numérologue. Voyage au cœur d'une quête de sens et de liberté, c'est l'épisode 21 de Capitaine au Capitaine qui vient de commencer. Bonjour Maureen. Bonjour Baptiste. Ça va bien ? Écoute, très bien. Super, écoute, bienvenue dans Capitaine au Capitaine. Et puis merci de nous partager un peu de ton expérience, ton intimité aussi. C'est jamais évident, je le sais. Mais je suis convaincu que voilà, par résonance, ça peut inspirer celles et ceux peut-être qui sont à la recherche d'un nouveau cap ou qui sont dans cette quête de sens et de liberté dont je parlais à l'instant. Juste pour la compréhension de notre audience, on ne s'est jamais rencontré physiquement. C'est François Drillon, mon invité de l'épisode 7, que l'on salue au passage, qui m'avait conseillé de te contacter et on a fait connaissance virtuellement à 2 reprises, un peu plus d'1 an d'intervalle d'ailleurs, je crois, où on a eu l'occasion d'échanger sur ton parcours et ta vision personnelle. Alors, comme je l'ai dit en intro, on va pas se concentrer forcément juste sur ton CV complet, sur tes accomplissements, sur la performance, parce que il s'agit pas de placer ton parcours comme un exemple, mais plutôt à nous intéresser à tes déclics, tes bifurcations et puis tes apprentissages personnels. Moi, quand j'ai échangé avec toi, j'ai trouvé vraiment intéressant ce discours intérieur que tu avais par rapport à ton vécu, même des fois a posteriori peut-être, où tu arrives à analyser un petit peu ce qui se passait en toi et ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est très riche à partager. Et puis, plus particulièrement, je trouve que c'est ce qui ressort de ton parcours, en tout cas de ton discours, c'est cette articulation entre le portefeuille et le cœur. Par résonance, je le sens chez moi aussi. On essaye toujours d'articuler un petit peu ces notions-là entre le besoin de sens et puis notre besoin de sécurité. Et tu me l'as partagé, qui était présent chez toi. Donc, je te propose de revisiter un petit peu ton parcours de vie à la lumière de ce compromis permanent que l'on fait avec soi-même. Et avant peut-être qu'on se lance, est-ce que tu as envie en quelques mots d'en dire un petit peu plus ? J'ai été très réducteur dans ta présentation. Qu'est-ce que tu as envie de dire de plus peut-être pour commencer cet épisode à propos de toi ? De plus, ça va être difficile, mais écoute, merci déjà et très heureuse d'être ici. Et d'autant plus que c'est pas pour parler de performance et de business, de performance commerciale, ce qui me change beaucoup, ce qui n'est pas ma zone de confort, mais on y va. Alors moi, je suis une femme entrepreneur, en tout cas entrepreneuse depuis une dizaine d'années, et qui effectivement a un parcours très orienté sur la vente, l'acquisition et la chasse,
que ce soit dans le salariat ou dans le business, enfin dans l'entrepreneuriat, et qui continue à entreprendre, mais à la lumière justement de ces questionnements et de cette évolution qui est finalement, enfin, qui nous drive tous, hein, en tout cas qui nous accompagne tous. Voilà. Ok. Je l'ai dit, ton parcours, j'allais dire presque d'adulte, en tout cas, tes études commencent par une école de commerce alors que tu rêvais, petite fille ou adolescente, d'être guitariste mondialement reconnue ou assistante sociale, donc deux voies très différentes. Et puis tu te retrouves finalement dans une école de commerce. Comment ça s'est fait, ce choix ? Alors ça s'est fait que tu l'as très bien dit, ça n'a donc pas été un choix pour moi, ou c'est plutôt mes parents qui ont choisi pour moi. Je pense, avec la crainte que je n'aille nulle part dans la musique ou dans l'assistanat social. Donc, c'est plus résigné que j'ai choisi la voie du commerce. En tout cas, mes parents se sont dit, elle a sans doute quelque chose à faire dans cette voie-là. Donc, je me suis, j'ai accepté, puis ça les rassurait et sans doute ça me rassurait aussi un petit peu plus. Voilà. Donc on retrouve ce premier positionnement vers la sécurité, finalement. Hein. Une école de commerce, ça te donnera une voie, ça te donnera un certain confort, ça t'ouvrira des portes. Ok. Par contre, tu joues le jeu, ou même plus que ça, parce que tu t'éclates finalement en école de commerce, tu te révèles un peu à toi-même. C'est pas un effort. Qu'est-ce qui t'éclate dans tes études ? Écoute, moi, avant d'aller dans cette école de commerce, j'étais un cancre à l'école. Vraiment, j'étais pas du tout à ma place ni dans mon élément. Clairement, c'est sans doute ce qui inquiétait beaucoup mes parents. Et à partir du moment où eux décident pour moi de ma voie et m'inscrivent dans cette école de commerce, post-bac du coup, je deviens majeure de promo. C'est-à-dire que je découvre un monde où la passion me fait devenir finalement une performeuse, ça me met en lumière. Et ça, c'est la première illustration pour moi, tu vois, comment on peut révéler un talent. J'étais cancre et je suis passée du statut de cancre à l'école à star, finalement, en tout cas dans ma première école de commerce. Et puis ensuite, j'ai poussé mes études un peu plus loin. Voilà, passionnée, du coup, par l'école de commerce. Oui, parce qu'au-delà de la performance, c'est un mot qui revient beaucoup chez toi, au-delà de la performance d'être majeur de promo et de bien performer, mais tu trouves vraiment du plaisir. Hein, c'est ça, hein. C'est quoi le plaisir que tu... Que ma performance était liée à mon intérêt et donc à la passion qui est née en moi. Et je peux, enfin, vraiment, dès le départ, la vente m'a passionnée. C'est-à-dire comprendre comment on peut convaincre des gens, le processus, j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Et là où toutes mes copines, copains d'école se passionnaient pour le marketing, c'était le début, enfin vraiment, c'était l'âge d'or du marketing. Moi, j'ai été attrapée par la vente, en fait. Je me suis prise de passion pour ce phénomène, de convaincre et d'amener les autres à faire quelque chose, à choisir. Je trouvais ça passionnant. Et donc, j'ai pas travaillé, j'étais pas du tout dans la performance, j'étais juste dans l'authenticité de j'aime et donc je fais. Donc, tu déroules tes études, puis tu fais ton stage, stage international, je crois, chez Hermès. Et là, si je me souviens bien, tu dis que tu t'ennuies très vite, malgré le prestige de la marque, parce que ça t'intéresse pas, les produits, ils se vendent tout seuls, il n'y a pas besoin de commercial, c'est ça ? C'est ça, exactement. Tu as tout à fait résumé. Je me trouve assez rapidement dépourvue. Pourtant, j'ai des promotions en interne, mais on est vraiment sur un marché, surtout dans ces années-là, où les produits, il n'y a même pas besoin de marketing à l'époque, il n'y a pas de direction marketing. On est vraiment sur juste de la liste d'attente et des produits qui se vendent. Donc, je me trouve finalement totalement inutile et je m'ennuie passablement. Tu enchaînes aussi avec une autre expérience dans le luxe, mais qui dure pas très très longtemps. Ensuite vient Adecco, c'est ça, donc autre univers, où là tu vends de la force de vente supplétive, si je me souviens bien. Le paradis, pourquoi le paradis ? Le paradis parce que comme je suis passionnée de commerce, de vente, réfléchir à des dispositifs qui allient de l'humain, des hommes, des commerciaux et un peu de process, d'organisation et comprendre les problématiques commerciales des entreprises, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas et comment les aider. Pour moi, c'est finalement parler de vente et de ce que j'aime et de ce qui me passionne toute la journée. Donc, je trouve ça extrêmement gratifiant puisqu'on aide et on apporte son aide à des marques, à des chefs d'entreprise. Et puis, accessoirement, on aide aussi les commerciaux à avancer et à réaliser leur mission au quotidien. Donc là, tu rajoutes au plaisir la notion de sens, d'utilité, quoi. C'est-à-dire que tu te sens utile. C'est pour ça que tu dis que c'est le paradis. C'est intéressant, cette expression de paradis. C'était le paradis. C'est le paradis, oui, mais
Tu sais, j'y pense souvent, même quand aujourd'hui, tu vois, je suis en train de construire mon après, et je me dis, mais finalement, quels sont les moments dans ta vie où tu as eu le plus de retours, où tu t'es senti vraiment à ta place? Il y a eu différents moments, mais celui-ci a été un moment très fort, où je me sentais vraiment à ma place dans un univers où tout me correspondait, en fait. Alors pourquoi on quitte le paradis alors? Et alors ça, c'est une très bonne question. Parce qu'une fois qu'on a tout ce qu'on veut, tu sais, le bonheur, finalement, en quelque sorte, mais il y a l'ego aussi qui vient de temps en temps vous chatouiller. Et moi, je pense que c'est mon ego qui m'a chatouillé, puis le besoin d'évoluer aussi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Enfin, quelle est l'étape d'après? Comment je peux faire encore mieux, encore plus? Et donc, je suis allée chez un de mes clients que je trouvais. Je me suis, tu sais, à cette époque, American Express, c'est ça? ouais, à cette époque-là, ma ligne de conduite. J'étais vraiment beaucoup dans l'ego. J'avais besoin de me prouver beaucoup de choses. Comme je suis passée de statut de cancre à jeune femme qui se construit dans la vente, je me suis dit, il faut que je prouve que je suis capable et que je peux accomplir des choses. Et donc, dans cet état d'esprit-là, je me suis dit, comment aller prouver encore plus? Ben, écoute, choisis euh, un après où tu vas encore te prouver des choses. Et j'ai choisi American Express à cette époque, qui était un de mes clients pour qui je faisais de la prestation commerciale externalisée avec mes équipes, en me disant, tu détestes la finance, depuis toute petite, j'étais nulle en maths, tu n'aimes pas le monde de feutré justement de la finance, que j'avais fait des stages et je m'étais dit, c'est exactement là où je ne veux pas aller. Et en plus, tu n'aimes pas les produits virtuels. Donc, si tu vas vendre des solutions financières à des directeurs financiers, dans une société financière, tu te seras tout prouvé, c'est-à-dire tu te seras prouvé que tu peux performer en vente, même en vendant quelque chose que tu détestes dans un environnement que tu n'aimes pas. C'est un peu tordu, hein. Ouais, j'allais dire, parce que si je reprends tes mots, c'est tiens, je suis bien au paradis, c'est quoi l'étape d'après? Allons voir en enfer, parce que si je reviens de l'enfer, finalement, je saurais ce que c'est le paradis et j'aurais survécu à l'enfer. C'est un peu ça, quoi. Mais je pense qu'on est un peu tous comme ça. Enfin, ce qui fait qu'on savoure les choses, c'est aussi parce qu'on connaît leur contraire, tu vois. On aime la vie parce qu'il y a la mort et quand on est bien et qu'à la fin, le bonheur, on le ressent plus, ben, on va se refaire mal pour retrouver du bonheur. Et c'est sans doute ça. Là, je te le dis rétrospectivement. Mais au moment où je prends la décision, je me dis vraiment ça. Parce que dans mon école de commerce, on m'avait dit, tu vois, les mots qu'on te dit dans ta vie sont, tu sais, il y a des petites phrases comme ça qui résonnent. Et cette phrase-là m'a toujours résonné. Un vendredi soir, notre directeur d'école dit, quand on sait vendre, même ce que l'on déteste, alors on est un très bon vendeur. Donc je pense que ça, c'était resté. Et hop, j'ai pris ce chemin-là en me disant, écoute, tu te seras prouvé, et puis à moi, mais surtout à mon entourage, parce que je pense que c'était un peu ma quête à ce moment-là, d'aller prouver aux autres que oui, j'ai été cancre, mais qu'aujourd'hui, j'étais à ma place et que j'étais légitime et capable de faire plein de choses. Alors, ça m'intéresse qu'on s'arrête avant de rentrer sur cette période American Express, justement sur ta conception peut-être, ou l'évolution de ta conception du commerce, parce que tu as indiqué que ce qui te motivait au moment de l'école, c'était le processus de conviction finalement, que ça te donnait aussi le sentiment d'avoir un pouvoir, de peut-être faire ou de ce que les gens n'arrivaient pas à réaliser pour eux-mêmes ce dont ils avaient besoin et de les convaincre, c'est ça? Et aujourd'hui, ce serait quoi? Comment a évolué ta vision du commerce? Est-ce que tu restes sur ces croyances? Comment tes différentes expériences, elles t'ont amené à forger cette relation à la vente et au commerce? Ah, c'est hyper intéressant comme question parce qu'en fait, le commerce et la vente a beaucoup évolué. Tu vois, j'ai 47 ans. Entre à 24 ans ou 25 ans, je ne sais plus à quel âge je sors de l'école et maintenant. Avant, on utilisait beaucoup des techniques de persuasion. C'est-à-dire que toi, tu étais convaincu et puis tu allais persuader, tu allais influencer l'autre dans sa décision. Et aujourd'hui, ce qui est passionnant, et toi qui es beaucoup dans le cerveau, les neurosciences, etc., c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'accompagnement de la réflexion. Tu sais, un peu comme des objecteurs de conscience ou des coachs qui, par le questionnement, font accoucher en fait l'autre. Et la vente, aujourd'hui, elle utilise vraiment des techniques de questionnement beaucoup plus profondes et puissantes. Donc, c'est à la frontière entre la programmation neurolinguistique et ce type de levier-là pour faire accoucher l'autre de sa vérité. Et tu sais, la vente, ça paraît
machiavélique parfois, tu sais, on prête des mauvaises intentions. Et pour le coup, moi, j'ai toujours été profondément alignée avec la vente parce que je sais que je fais le bien. C'est-à-dire que j'aide les gens à passer à l'action et à prendre des décisions. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours été alignée et très en conscience. Mais aujourd'hui, j'aime encore plus la tournure que prend la vente parce qu'on n'est même plus dans les techniques d'influence, on est vraiment plus dans de l'accompagnement en jouant sur les différents cerveaux et en accompagnant en accompagnant les clients pour qu'ils prennent les meilleures décisions pour eux. Donc moi, quand je vends, j'aide juste la personne à être dans la posture de décider ce qui est bon pour elle, mais en l'amenant à réfléchir correctement, entre guillemets, en l'amenant à se poser des questions qui vont la faire accoucher à sa solution et donc à l'acte d'achat. Et je te titille un petit peu, mais c'est un peu prétentieux de dire je sais à votre place ce qui est bon pour vous. Tu dis je fais le bien. Ouais, je fais le bien parce qu'en fait, je mets la personne en face d'elle-même. On a du mal à se mettre en face de nous-mêmes parce que comme on est tous dans le processus de décision et donc d'achat, qui est un processus de décision, on est souvent rattrapé par nos peurs. Tu vois, tu décides de prendre un nouveau job, quoi que tu décides de faire, même quand tu n'es pas dans l'achat. Et donc, le fait au moment où tu es rattrapé par tes peurs, de t'aider à te re-questionner, à questionner tes peurs pour prendre ta décision, ça, c'est de la vente. Par contre, la vente, c'est pas pousser quelqu'un à acheter quelque chose en le manipulant grâce à des techniques de programmation neurolinguistique ou d'état de conscience semi-modifié pour qu'ensuite il regrette évidemment et qu'il se rétracte. Mais c'est vraiment l'aider à se questionner et c'est très dur de prendre une décision, encore plus dans notre société où on a peur de tout, on est complètement cadré. Et donc aujourd'hui, les vendeurs, les meilleurs vendeurs, en tout cas la vente va vraiment vers ces techniques qui sont plus sur les neurosciences, orientées sur les neurosciences que sur les techniques d'influence et de persuasion, comme c'était le cas à l'époque où j'étais encore dans ces métiers-là. Ok. Donc, tu pars faire le bien chez American Express, à vendre des produits financiers qui n'étaient pas forcément ta tasse de thé. Donc là, j'imagine qu'en termes de sens, c'est pas forcément l'éclate. Par contre, tu rencontres une culture qui te plaît bien, la culture anglo-saxonne, la culture américaine. Pourquoi tu te sens bien dans cet environnement ? Moi, je l'assimile. Alors, c'est une culture qui est difficile ou pas, selon son fonctionnement. Moi, j'étais en échec dans une culture, un enseignement latin, avec un culte des sciences, avec un culte de l'apprentissage par cœur. J'arrive dans un monde où tout est permis. Et d'où que tu viennes, la performance est autorisée, voire même valorisée. Et même si tu étais un cancre et en échec avant, tu peux performer parce que, un peu comme à la bourse, tu sais, tes performances passées ne présagent pas tes performances futures. Et donc ça m'a beaucoup plu, ça m'a donné comme une permission. C'est la permission de performer. Donc j'ai trouvé cet environnement très adapté, en tout cas à ma quête, à ce que je recherchais. Bien qu'étant dans un environnement qui ne me plaisait pas du tout, le mode de fonctionnement me plaisait énormément. Un fonctionnement, tu sais, par objectif, avec toute décision, enfin, toute action qui est pilotée ensuite avec des décisions. Je pense que aussi ça me sécurisait quelque part, tu vois, dans le monde de la vente, en plus dans un environnement où je maîtrisais absolument rien, la finance. Et j'ai aimé ce côté méritocratique, entre guillemets, c'est joli, de cette culture américaine, en fait. Du coup, ça m'a vraiment portée et ça m'a permis vraiment de m'épanouir pour le coup. Tu vas y passer 7 ans et c'est à ce moment-là que tu as aussi ton premier enfant. Ouais, j'ai eu les deux en fait chez American Express. Ouais. Ok. Et là, je te laisse raconter, mais à ton retour de maternité, alors que tu as déjà des équipes, tu fais aussi déjà du management, on te fait un petit cadeau de retour, un petit cadeau de bienvenue pour ton retour de congé maternité. Comment tu peux nous raconter ce chapitre ? Ouais, c'est un chapitre que je pense auquel beaucoup de femmes sont confrontées dans le monde professionnel. Mais c'est vrai que je gérais des équipes. Je reviens de congé maternité. Donc évidemment, je récupère mon équipe à gérer, une équipe commerciale de chasse.
Et puis on me dit, bah, écoute, welcome back. Tu vas aussi prendre la responsabilité de l'équipe de ta collègue puisqu'elle-même part en congé maternité. Bon, ok, donc 2 équipes à gérer, avec 2 challenges en plus du fait d'avoir 2 équipes à gérer. Un projet sur lequel j'étais, qui est un projet important on va dire, de réorganisation de l'entreprise. Et puis, une personne à licencier qui était déléguée syndicale en même temps. Donc, une belle pression de retour. 2 équipes, un prud'homme en puissance à gérer, et puis ce projet de transformation de l'entreprise sur lequel je devais investir du temps aussi. Tout ce dont rêve une jeune femme qui revient de congé mat. Comment tu vis cette période, du coup? Alors, sur le coup, comme j'aime bien relever les défis et que je te rappelle que je suis dans l'orgueil, que je dois prouver, que je dois me prouver, que je dois prouver aux autres, je me pose pas de questions. Évidemment, je réponds présente, évidemment, je gère tout ce qui arrive, et jusqu'à presque un peu l'effondrement, justement. Voilà, sans me poser de questions, c'est bien le drame. Et quel est le... Enfin, je pose la question parce que ça résonne avec un épisode récent que j'ai eu avec Sandra Fiodo, qui parle beaucoup de cette équilibre vie pro, vie perso, et notamment son point de départ à elle, ça a été justement une double bonne nouvelle avec une promotion à l'international d'un côté et l'arrivée de son premier enfant. Comment tu arrives à trouver justement ton équilibre avec ce rôle de maman, puisque d'un côté tu tiens avec l'orgueil professionnellement, mais j'imagine que c'est très consommateur d'énergie, physique et mentale d'ailleurs. Voilà, comment tu arrives à trouver cet équilibre avec ton rôle? Comment ça se passe, cette nouvelle vie aussi de maman? Je le trouve pas parce que moi, c'est mon 2e enfant qui arrive à ce moment-là. J'endosse et je tiens jusqu'au bout, c'est-à-dire que je délivre mon projet, je gère le prud'homme, j'ai le retour de congé maternité de ma collègue, mais en revanche, mon corps m'envoie plein de signaux que j'entends pas du tout à ce moment-là. Je fais plein de petits malaises, de choses qui ne s'expliquent pas, je perds complètement le sommeil, enfin, tous les signaux qui normalement devraient alerter quelqu'un. Mon mari me dit, tu sais, c'est pas normal que tu dormes pas comme ça, que tu puisses bosser jour et nuit. Je lui disais, mais non, c'est ma nature, je suis comme ça. Et donc, je suis complètement dans le déni. Et donc, je suis allée vraiment au bout du process. En fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire jusqu'à arriver à la surchauffe. Je pense pas avoir fait vraiment un burn-out à proprement parler où tu te lèves pas. Mais un matin, je me suis levée, je devais aller à un rendez-vous. Et j'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi, j'ai dit: «Je peux plus, quoi, je vais pas pouvoir y aller». Donc j'ai eu je pense un pré-burn-out, ou en tout cas un petit burn-out, mais c'était plus possible pour moi d'avancer. J'étais trop dans le déni, je pense. Donc tu atteins tes objectifs quand même, donc voilà, tu fais part de cet épisode où tu vas pas à ce rendez-vous-là, mais comment tu mets fin à cette période? Comment ça se termine cette période chez American Express? Je tiens tout ce que je peux, pour essayer de trouver une issue, enfin une porte de sortie, presque un peu quelle qu'elle soit, si tu veux. Et je tire les mauvaises conclusions. C'est-à-dire, je me dis, bon, ben, écoute, sans doute que les entreprises américaines, la culture américaine, c'est pas fait pour toi. Peut-être retourne dans une boîte plus latine où ce sera un petit peu différent. Et donc, je me mets en quête d'une entreprise qui fonctionne différemment, en pensant que tu sais, un burn-out, c'est ça qui est troublant, mais on met ça sur le dos de l'entreprise. Mais à la fin, si j'avais écouté les signaux, c'est quand même ma responsabilité à un moment de dire ça me convient plus, stop, et je change. Et donc, ce que j'ai pas fait. Donc, moi, je me suis dit, c'est la faute de l'entreprise, entre guillemets. Si tu n'es pas bien là où tu es, change et trouve autre chose. Donc, je me suis dit que la culture américaine me convenait sans doute plus, qu'il fallait peut-être que je retourne dans une boîte plus latine pour faire toujours la même chose et revendre. Donc là, c'est le passage dans ce qu'on appelait avant une SS2I peut-être, mais ADP-GSI, où là, tu découvres un autre environnement. Comment ça se passe dans cette nouvelle boîte? Écoute, très difficile. Là, tu te remets en danger quelque part aussi, parce que tu reviens, moi c'est ce que je vois dans ton parcours aussi, et quelque part qu'on a tous peut-être à des degrés différents, mais peut-être on confond dépassement de soi et puis prise de risque ou
voilà, tu vois, se remettre dans le rouge un peu. Il y a ça que j'entends un peu, encore une fois, sans que ce soit un jugement, hein, c'est bien, c'est mal, mais j'entends beaucoup ce côté dépassement de soi, volontaire, la vie est une bataille, il faut y aller, l'ego, l'orgueil, on tombe, on se relève, on résiste, et puis à un moment donné, tu touches du... Voilà. Mais là, en tout cas, t'as pas encore complètement intégré ça à ce moment-là, et tu dis, allez, on y retourne, on va faire un truc que j'ai jamais fait avant, qui est complètement technique et qui est dans la notion de service où je connais pas grand-chose. Et donc là, comment ça se passe, du coup? Écoute, et dans le même temps, je cours un marathon aussi, tu vois. Toujours dans cet esprit, donc histoire de compléter le profil, tu sais. Tant qu'on n'est pas dans le mur, on a du mal à le voir. Et du coup, ouais, je pars dans une SS2I, ça se passe... alors, paradoxalement, ça se passe bien, mais intérieurement, c'est, je pense, une des expériences les plus dures que j'ai eues à mener. Je suis directrice commerciale, je suis blonde aux yeux clairs et je pilote une équipe essentiellement d'hommes dans un environnement très, très, très technique que je ne connais absolument pas, dont je ne comprends absolument rien. Mais tout bon directeur commercial te dira que c'est pas grave. Mais et puis dans un environnement latin qui me déroute totalement, où les gens s'expriment. J'ai un commercial une fois qui monte sur la table de mon bureau, qui limite veut lever la main. Donc on est vraiment dans des interactions très très loin du monde feutré de la finance. Je suis assez mal accueillie parce que je suis pas forcément souhaitée à ce poste-là. Donc ça en fait une expérience très difficile, très challenging, mais aussi l'expérience humaine la plus belle que j'ai eu à vivre. Parce que alors, ça va dans ce sens de l'orgueil et de conquête, mais je me suis dit, il faut tenir coûte que coûte, parce qu'après, sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas échouer. Donc, il faut au moins que tu valides cette expérience sur ton CV, tu sais. Donc, toujours ces injonctions, ne jamais, jamais faillir. Et, et ce qui me tient, c'est que après un an de persévérance, l'équipe reconnaît qu'on vit quelque chose de chouette et que finalement, je suis à la bonne place. Et là, c'est très drôle. D'ailleurs, la semaine dernière, je croise un commercial de mon équipe, tu vois, au bord de la plage, en week-end. On était au même endroit et on a eu plaisir à se retrouver. Et je crois que ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de conquête commerciale. C'est ces aventures qu'on a vécues pendant ces 3 ans chez ADP. Mais ça a été très, très dur. Et encore une fois, en me faisant passer après, en fait, après l'orgueil, après l'objectif, après la réussite, quoi. La réussite entre guillemets. Mais c'est à ce moment-là parce que tu évoques les 3 ans, mais assez rapidement tu te dis bon, je vais pousser le challenge jusqu'au bout parce que c'est comme ça que je fonctionne, mais tu sais déjà que c'est pas voilà, c'est pas une fin en soi et que t'es pas forcément à ta place dans l'absolu ici. Donc tous les soirs pendant 2 ans, ça m'a beaucoup interpellé et je voudrais que tu nous en parles. Tous les soirs, quand tu rentres du travail, tu te remets à ton bureau et tu te dis qu'est-ce que je vais faire, quelle est ma prochaine étape. Comment tu travailles ça, comment tu t'y prends et voilà, quel a été le processus que tu as suivi, parce que je m'intéresse beaucoup justement à cette démarche autonome de se poser les bonnes questions. Donc comment tu t'y prends, parce que 2 ans c'est quand même long. Alors j'imagine que c'était pas littéralement tous les soirs, mais voilà, de manière très régulière et très suivie. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Quelle est la démarche que tu suis? Oui, et si c'était à refaire, peut-être sans doute je me ferais accompagner pour gagner du temps. Mais ça, tu dis 2 ans, mais c'était vraiment presque ça. Et c'était vraiment presque, pas tous les soirs, mais très, très récurrent. Et donc, j'ai suivi différentes techniques et différentes méthodes, tu vois. Donc, je regardais un petit peu les méthodologies pour faire des bilans de compétences. Donc, j'essayais de me les appliquer. Donc, je me posais des questions, j'y répondais. Je me suis fait coacher. Donc le coaching m'a beaucoup aidé, notamment à résoudre l'équation du besoin de sécurité et donc de l'argent. Donc déjà à cette époque, parce que quitter le salariat, quand tu n'as que ça comme cadre de référence, que tu as un papa chef d'entreprise qui a failli friser la banqueroute pour des raisons malheureusement indépendantes de sa volonté et que tu as vécu ça petite, moi je m'étais toujours jurée de ne jamais être entrepreneur. Donc, quand j'ai décidé, enfin, je savais que c'était pas pour moi, mais je construisais l'après. Pour moi, il était sûr que je serais pas entrepreneur et en même temps salarié, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui rentrait plus dans les cases, sans savoir ce qui manquait.
Donc, c'était des questionnements et des questionnements. Donc, je me confrontais à plein d'opportunités, beaucoup dans l'entrepreneuriat quand même, mais dans l'entrepreneuriat sécurisé. Donc, une fois que j'avais calé un petit peu le qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais plus, dans quel cadre je voulais travailler, je me confrontais à des réalités, soit des jobs, soit des opportunités entrepreneuriales, mais plus en franchise. Et ensuite, je faisais tourner des chiffres pour rationaliser ma décision. Et rien ne rentrait dans mes cases. Jamais. J'avais mes grilles d'analyse, ça ne rentrait jamais. Pendant 2 ans, ça faisait beaucoup rire mon mari qui me disait alors, aujourd'hui, chérie, que vas-tu faire comme nouveau métier? Et à chaque fois, je lui expliquais mon nouveau métier, ça ne répondait jamais, soit à mon besoin presque de sens, parce que j'étais un peu plus dans le sens à ce moment-là. Pas totalement, mais un peu plus quand même. Je voulais mettre un peu de sens, parce que je voyais bien que quelque chose ne rentrait pas dans les cases, soit dans les critères économiques. Et bien souvent, dès que ça avait un intérêt véritable, profond, que ça résonnait en moi, ça ne répondait pas à l'enjeu économique. Et c'était hyper, hyper, hyper frustrant. Et ce qui est dingue, tu sais, c'est que la deuxième petite voix qui résonnait en moi, c'est que quand j'ai quitté American Express et que je suis partie en SS2I, j'ai une collègue qui m'a dit tu sais, hein, quand on fuit pour répondre à une problématique, la problématique revient sur ton chemin. Et quand elle m'avait dit ça, je l'avais trouvée assez présomptueuse et puis elle m'avait assez agacée, je dois te dire. J'ai trouvé ça assez nul. Et tu vois, 3 ans après, quand je me retrouve à essayer de tourner et à pas trouver, alors ça n'avait pas encore fini de résonner en moi, tu vois, mais cette petite phrase, elle m'a suivie longtemps. Tu dis que tu te fais coacher. Comment quand tu résous ce besoin de sécurité, ce besoin de... Quand on parle de sécurité, c'est besoin de sécurité financière, hein, on s'entend bien. Comment tu arrives à justement, ou comment tu as aidé la personne à aider à assouplir un peu ça? Ou à le conscientiser ou... Pas à l'assouplir, mais finalement à me donner l'autorisation de me mettre en sécurité. C'est que elle m'a posé des questions vraiment puissantes, entre guillemets, mais à ce moment-là, je l'ai trouvée très puissante. C'est OK, tu as besoin d'argent. OK, tu as peur parce que tu as peur de ne pas avoir assez pour subvenir à tes besoins. Mais finalement, quels sont tes besoins? Est-ce que tu sais les quantifier? C'est quoi ton niveau de sécurité? Qu'est-ce qui se passe si tu ne l'atteins pas? Quelles sont les options et les solutions? Et donc, en fait, ça a été un soulagement de me dire, mais en fait, si tu factualises et que tu prévois les scénarios du pire, les scénarios du mieux, bah déjà, tu as un petit peu bordé le chemin et donc, tu t'autorises à avancer dans ce chemin-là, dans ce périmètre, que du coup, je jugeais très rassurant. Alors après, est-ce que c'était simple d'y répondre? Non, parce que quand elle m'a demandé mon besoin de sécurité, je lui ai dit le besoin minimum en rajoutant, parce que de peur de ne pas y répondre, tu vois. Donc après, c'était... Non, mais c'est super intéressant parce que derrière ce qu'on évoque, ce besoin de sécurité, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se cacher. Ça peut être la peur de manquer. Toi, tu as évoqué à demi-mot ton enfance avec des contextes entre tes parents qui étaient différents, d'un côté plus modeste, de l'autre côté plus confortable. Donc ça t'a forgé très tôt ce rapport à l'argent qu'elle tient. Ça peut être aussi ce que tu as évoqué plus tôt dans l'entretien, c'est-à-dire la volonté de se prouver. Finalement, si je gagne plus, ça voudra dire que je vaux plus humainement. Donc ça vient répondre à un besoin peut-être d'estime de soi, de se dire tiens, je vaux tant. Ça, c'est autre chose que je vois. Mais il peut y avoir aussi d'autres peurs, et c'est souvent irrationnel. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la démarche là que tu évoques avec cet accompagnement, c'est que du coup, ça vient te confronter à cette peur et la mettre presque en chiffres en disant bah, c'est quoi? Si c'est la peur de manquer, de combien tu as besoin? Parce que ce qui devient dangereux, je trouve, c'est quand ce besoin-là devient aveugle et qui tombe toujours dans le toujours plus, en fait. Tu vois, c'est jamais assez et c'est toujours plus. Il m'en faudrait encore plus. Donc, si c'est de se dire, je sais pas moi, ah tiens, si j'ai 50 000 euros ou 100 000 euros ou X milliers d'euros sur mon compte, là, je me sentirais bien. Ça peut être un objectif du coup en soi ou dire bah là maintenant je suis apaisé parce que je sais que j'ai 1 an, 2 ans d'avance voilà. D'autres considèrent l'argent
Je crois que je ferai un épisode sur le rapport à l'argent spécifique parce que c'est intéressant. Non, mais c'est une vraie. À la fois, c'est un vrai levier, c'est un vrai frein aussi. Je trouve que ça fait partie des choses qui nous enferment un peu dans la roue de hamster. Tu vois, en se disant c'est jamais assez. Mais pour autant, c'est pas mal l'argent. Ça va. Bref. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que je trouve intéressant là, c'est que tu mets des mots finalement sur ce rapport-là. Et donc du coup, on a envie d'avoir l'épilogue de ce chapitre. Sur quoi tu débouches alors au bout de ces 2 ans? Sur quelle opportunité tu tombes? Eh bien écoute, dans l'immobilier, donc dans l'entrepreneuriat entre guillemets, sécurisé parce que je me suis lancée un peu, tu vois, comme en franchise, en tout cas en tant que mandataire. Maintenant, c'est très connu, mais à l'époque, il y a 10 ans, c'était beaucoup moins connu. Donc voilà, dans l'immobilier parce que ça répond à plusieurs choses. Un, j'étais encore en burn-out dans ma tête, c'est-à-dire j'étais vraiment usée par le monde de l'entreprise et puis je ne voulais plus que avoir moi à gérer, tu vois, dans ma profession de foi, je voulais plus de responsabilité, plus de direction, de rien du tout, juste moi-même, tu vois, ma propre direction. L'immobilier, ça reste un métier où tu peux gagner suffisamment, je mets bien des guillemets, hein, évidemment, de l'argent à la hauteur de ce que tu veux. Je trouvais le côté un petit peu méritocratique, bah, plus tu bosses, plus tu y arrives, qui correspondait bien, tu vois, à ce qui m'avait plu dans la culture américaine. Et puis, un peu de sens, enfin vraiment la liberté, tu vois, le fait de prendre ma voiture, de partir quand je veux, où je veux, d'aller faire des visites, d'être dans un environnement qui me plaît beaucoup, puisqu'à l'époque, je passe ma vie à regarder des biens immobiliers. Donc, je me dis, ça joint, voilà, ce qui peut me motiver. Je vais aider des gens à changer de maison, à changer de vie potentiellement. Donc, je trouvais le projet, voilà, c'est le seul projet qui cochait toutes les cases pour moi. Voilà. T'es dans la vente, donc dans ce qu'on pourrait appeler dans ta zone de génie. Tu réponds à un besoin puisqu'il y a des gens qui entreprennent une démarche d'obtenir un bien immobilier. Tu as cette notion de liberté parce que tu es mandataire, mais tu n'es pas complètement entrepreneur à monter ta boîte, donc tu te reposes sur un concept et sur une marque qui existe déjà. Donc tu y trouves très largement ton compte. Du coup, la performance est au rendez-vous. Tu performes très bien la première année, mais coucou l'orgueil revient puisqu'on te dit c'est bien, ouais, c'est pas mal, mais tu n'as pas battu le record historique du réseau. Donc là, on vient te piquer encore une fois à l'orgueil. Faut croire qu'ils te connaissaient bien. Et du coup, tu mets les bouchées doubles, c'est ça? Ouais. Je mets les bouchées doubles. Alors, bah, ça a été une expérience, je dirais un peu l'expérience finale pour aller taper le mur, mais ouais, je mets les bouchées doubles parce qu'on me dit: «Tu as failli gagner», mais en fait, tu as failli, pour moi, ça veut dire tu as pas gagné. D'ailleurs, tu as failli tout court. Et et du coup, j'ai failli en ne gagnant pas et donc je me mets en quête de battre ce record de chiffre d'affaires. Alors je l'annonce pas évidemment, je me le mets moi en défi personnel et puis, ça se passe. Donc ça c'est super et puis il arrive un deuxième élément, un deuxième événement, c'est que, comme je suis beaucoup dans la performance, les gens commencent à le savoir autour de moi et du coup, j'ai plein de gens qui me rejoignent aussi. Donc je me retrouve encore pas à manager, mais en tout cas à accompagner d'autres personnes, qui n'était pas du tout ma profession de foi initiale en rejoignant cette aventure. Je voulais être toute seule, je me retrouve avec plusieurs. Je voulais plus me confronter, tu sais, à ce que l'entreprise attend de toi. Je voulais être finalement une femme libre, indépendante, retrouver ce nouveau souffle, gérer ma vie comme je l'entends. Puis finalement, je me retrouve à être encore esclave, non pas de l'entreprise, mais de mon ego, donc de moi-même, à aller chercher ce qu'on attendait de moi, donc la performance. Et en plus, je me retrouve à accompagner d'autres à faire la même chose. Alors, j'aime bien accompagner, hein, tu sais, je ne vais pas me plaindre, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Mais, encore une fois, dans un cadre un peu comme quand on m'a dit: «Tu vas faire une école de commerce». Je me retrouve exactement dans le même scénario à devoir encore une fois prouver à d'autres, alors que c'est pas moi qui ai décidé au départ d'aller le chercher. Et là, c'est difficile parce que quand tu es dans une entreprise et que tu fais un burn-out, c'est forcément de la faute de l'entreprise. Mais quand tu te retrouves à être libre de tes choix, à avoir choisi ton parcours, ta voie, à être indépendant, donc finalement, à part éventuellement ton banquier et l'État, mais il y a personne à qui rendre des comptes. Et tu te retrouves exactement dans le même, «corner» entre guillemets, c'est-à-dire à aller là où finalement tu n'avais pas totalement toi-même conscientisé et décidé d'aller. Et là, le drame, c'est que je bats ce record, ce qui est quand même, finalement une consécration, en tout cas un aboutissement, en tout cas et là, ça a été vraiment, tu vois, un déclic. J'ai été contente, allez, 10 minutes, quoi.
Et après, tout s'est effondré et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je me suis prise à moto énervée en me disant, mais pourquoi tu as fait ça? Tu, tu- Pas pour l'argent, en fait, parce qu'on parle d'argent et de sens. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que l'ego était mon seul maître à ce moment-là, et c'est la seule chose qui m'a drivée. Et du coup, l'ego, ça apporte finalement, quand tu le satisfais, bien peu de satisfaction. Et je me suis trouvée tellement pauvre à ce moment-là. Je me suis dit, mais comment peux-tu finalement pas profiter de cette liberté pour passer plus de temps avec ta famille, avec tes enfants, pour rééquilibrer ta vie, et te refaire prendre dans ces tourments-là, dans ces directions-là, je t'assure que c'est, c'est dur, c'est pénible. Je ne sais pas si d'autres personnes sont comme ça, mais c'est dur, l'ego, hein. Hmm. Ouais. Ouais, c'est un peu je le vois un peu comme une arme à double tranchant. Ça nous permet quand même Ouais. aussi de faire des choses, d'avancer. Ça t'a permis aussi voilà, de te dépasser, d'atteindre de la performance. Et encore une fois, il ne faut pas que ce soit aveugle. Et il y a un côté double tranchant à ça. Mais pour autant, alors, ouais, je suis très touché parce que je sais pas, de la manière dont tu l'évoques, j'arrive à ressentir un peu de ce que tu as pu ressentir à ce moment-là, c'est-à-dire, bah, what's next, quoi? C'est quoi la prochaine étape? Je me suis un peu tout prouvé finalement, mais je me sens pas plus rempli pour autant. Je me sens pas forcément si libre que ça. Mais pourtant, tu as peut-être aussi l'impression d'avoir tout essayé, c'est-à-dire que si on voit salariat versus entrepreneuriat, etc., là tu te dis, bah, ouais, tu te retrouves face à un gouffre finalement, et c'est assez paradoxal que voilà, ce sommet soit aussi à la fois un gouffre. Pour autant, ça va peut-être pas être ça juste le seul déclic, puisque il y a une suite aussi, un tournant, un twist, comme on dit, à ça, puisque la phrase de ton ami prend tout son sens. Quand tu fuis une problématique, elle revient sur ton chemin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce qui se passe ensuite? En fait, pour moi, c'est dans la continuité. C'est que quand tu ne t'écoutes pas, la vie se charge de te faire comprendre ce que tu ne veux pas entendre. Donc, la vie s'en est chargée pour moi. Alors, à plusieurs reprises, j'ai eu cette espèce de pré-burnout où j'avais déjà des alertes. Et puis, bah, là, je me retrouve, donc j'étais quand même en pleine «ascension» entre guillemets, puisque je bats ce record, je suis très visible dans le réseau, j'accompagne les équipes. Et puis, bah, la vie m'envoie, un challenge, et on me découvre un cancer, tu vois? Ouais, alors, Ce qui est assez cocasse, j'allais pas dire marrant pour le coup, bien sûr, mais cocasse, c'est que la manière dont est diagnostiquée cette maladie, c'est que tu as parce que je crois un peu au signe de l'univers, là, comme on dit, ou on appelle ça comme on veut, mais aux signaux faibles. Et donc, tu as une personne dans ton équipe, enfin, ou qui veut rejoindre ton équipe et qui habite dans le Luberon, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une amie qui me dit depuis quelques années: «Je vais te rejoindre, dans l'immobilier». Au moment où elle veut me rejoindre, elle décide de déménager dans le Luberon, et donc je pars l'accompagner là-bas. À force d'aller dans le Luberon, je découvre que, en tout cas, Aix-en-Provence et par extension le Luberon sont quand même des villes fantastiques. Et puis, à force de descendre en TGV, de remonter, de la former, de remonter, je me dis: «Mais» alors déjà, je ne devais pas la parrainer parce que je ne voulais parrainer que des gens qui étaient proches de moi, et je décide vraiment par amitié de le faire, et comme quoi là, c'est vraiment le coup du destin, mais plus que ça, puisque cette amie et ce parrainage me sauve la vie, puisque donc je la parraine, et à force de descendre, je propose à mon mari, en tout cas, je lui dis: «Écoute, ça serait vraiment chouette qu'on aille vivre dans le sud, parce que à Paris, finalement, nos jobs nous permettent de vivre, de travailler, à distance». Alors c'était avant le covid et tout ça, hein, mais moi mon job me le permettait. Mon mari, je me suis dit: «S'il ne demande pas la permission, il ne l'aura jamais», donc peut-être qu'il pouvait demander la permission. Et puis je réalise à quel point on s'inflige des choses, tu vois? À devoir absolument vivre à Paris parce qu'on y fait carrière, et cetera. Et donc cette fille finalement, cette femme change un peu, ma vision des choses. J'arrive à convaincre mon mari, de déménager dans le sud avec les enfants. Par miracle, mon mari dit oui, tu vois? On réussit pas seul dans la vie, hein, en équipe. Et donc cette double coïncidence fait que, on achète une maison, et au moment d'acheter une maison pour partir vivre dans le sud, en plus, on fait un truc dingue, c'est acheter avant de vivre quelque part quand on n'a aucune racine, c'est un peu fou, mais on le fait quand même.
parfois il faut s'écouter. Et au moment du prêt, tu sais, des examens du prêt immobilier, on me dit de vérifier ma thyroïde en me disant que j'ai peut-être des nodules, mais comme 90% des femmes, il n'y a pas à s'inquiéter, mais il faudra vérifier un jour ou l'autre. Et puis du coup, je vérifie quelques mois après. Et là, effectivement, c'était pas que des nodules, c'était effectivement un cancer de la thyroïde qui se développait. Donc là, on peut dire que l'immobilier m'a sauvé la vie quelque part. En tout cas, le fait d'acheter cette maison a permis de diagnostiquer ce cancer qu'on diagnostique souvent difficilement. Alors là, oui, là, c'est pas un déclic, c'est un choc. C'est un TGV à 300 km/h qui se prend un mur, c'est vraiment violent. En tout cas, l'annonce d'une telle maladie, forcément. Et, euh, et surtout, enfin, ouais, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ce qui est violent, c'est le choc de l'annonce, parce que moi, j'avais l'impression effectivement de rouler comme un TGV à 300 km/h depuis longtemps, de dérailler totalement. Et ça remet tout en perspective, ça rebat totalement les cartes. D'abord parce qu'il est question de vie et de survie. Donc ça, c'est évidemment la première chose. Et puis, tu sais, il y a toutes ces injonctions aussi, les gens qui te disent oui, alors moi j'ai eu une maladie, ça a changé ma vie, oui, j'ai. Alors moi, je me sentais pas du tout dans ce trip-là, en fait. Tu as une maladie, ça change pas ta vie, ça questionne juste est-ce que tu vas vivre ou pas, combien de temps survivre, tes enfants, ton mari. Et là, par la force des choses, déjà tu t'arrêtes, chose que je n'avais jamais faite même quand j'étais en pré-burnout. Parce que ta priorité, c'est ta survie, ta vie. Et puis, c'est pas si évident que ça. Tu sais, c'est comme la maternité, on te donne un bébé, tu sais pas t'en occuper au départ. Bon sang de bonsoir, tu sais pas comment ça marche, t'as pas de mode d'emploi. Et ben, quand tu es frappé par la maladie, non, ça rebat pas les cartes du jour au lendemain. Non, c'est pas vrai. Tu changes pas complètement de priorité. Juste en état de choc, tu dois gérer seul, parce que par chance, c'est une maladie dont on guérit, qu'on m'a annoncé. Donc on m'a expliqué que j'avais de la chance en même temps qu'on m'expliquait que j'étais malade. Donc c'est des concepts qui sont très durs à intégrer. Tu es malade, tu peux mourir, mais toi, tu as de la chance, donc te plains pas. Et voilà. Et puis, la maladie, c'est quelque chose qu'on fuit tous. Et donc, c'est très compliqué quand on... tu vois, je vais te faire un parallèle qui est un peu fou, mais quand tu es commercial, tu apprends à pas déranger les gens, à plutôt être avenante, à plutôt leur apporter des solutions, à plutôt les aider à évoluer, à être à leur écoute, à les accompagner. Et quand tu es malade, tu arrives avec un problème, tu deviens un problème pour les autres que les gens n'ont pas du tout envie de voir et qu'ils fuient, en fait. Du coup, c'est un peu fou ce parallèle que je te fais, mais c'est comme ça que se sent quelqu'un, enfin en tout cas, j'imagine, en tout cas moi c'est comme ça que je me suis sentie en étant un problème pour les autres. Et donc je me suis dit, de la même manière, gère ton truc, tu vois, dans ton coin et puis essaye d'en sortir quelque chose. Donc je me suis soignée, j'ai continué à gérer mon business en immobilier. Je ne me suis pas dit, ça va changer ta vie. Et le Covid est arrivé après. À nouveau, l'orgueil et le devoir fait qu'au lieu de prendre soin de moi, puis j'avais fini mes traitements, je me suis dit, il faut que tu tiennes la barre et que tu tiennes les autres, un peu comme quand j'étais chez ADP, parce que tu peux pas les laisser en fait tout seuls. Là, ils ont besoin de toi. Donc j'ai animé l'équipe, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et puis après le Covid, quand les confinements, quand tout le monde allait mieux, quand tout le monde est sorti de ses choix, je peux pas dire que je me sois effondrée, mais là vraiment, je me suis dit, t'as perdu le sens. J'ai plus retrouvé le goût, j'ai plus retrouvé l'envie, j'ai plus retrouvé le sens. Pas du tout en déprime, mais juste en train de me questionner profondément sur finalement c'est quoi le sens de la vie? Parce que quand tu es confronté à la mort, si tu t'y es pas questionné avant, tu te re-questionnes sur ta vie, sur le sens, le pourquoi, le comment, paradoxalement, tu vois, je ne sais pas si le fait que j'ai toujours bossé, voulu avancer, l'ego et tout ça, euh, c'était un peu une façon de toujours être en activité. Et puis, tu sais, les gens hyperactifs, souvent, ils fuient un peu la peur d'autre chose. Moi, j'avais très, très peur de la mort. La mort, c'est quelque chose qui me faisait très, 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 très peur. En fait, ça m'a réconciliée avec la mort, cette épreuve-là.
parce que quand tu la touches du doigt, d'une manière ou d'une autre, quand tu y es confronté de manière plus concrète, ça m'a obligée à creuser, à comprendre ce que c'était que la mort, à aller m'y intéresser, alors que je fuyais ça comme tout le monde, et du coup à l'accepter comme étant une donne de la vie, et au contraire, un peu comme quand je suis allée travailler ce que j'aimais pas. En fait, le fait de réintégrer la mort dans ta vie, ça te redonne encore plus le goût de la vie aussi. Et en même temps, la mort n'étant pour moi plus une fin, je suis tout à fait OK avec ce principe, ce concept, enfin cette réalité voilà, qui nous concerne tous. Et à ce moment-là, du coup, après tout ce cheminement, j'ai compris la petite phrase de ma collègue qui me disait, «Tu sais, si tu réponds pas à un moment, si tu te poses pas la question sur ce qui va pas, la fuite, c'est bien, mais ça résoudra pas l'équation, quoi». Certains disent que la maladie, c'est le maladie, un mal qui Ouais. s'exprime. Comment tu vis, comment tu l'organises ce temps-là, ce relâchement? Est-ce que tu envoies tout balader, tu te dis je crée le vide? Est-ce que tu continues à mener tes activités parce qu'il faut bien faire bouillir la marmite, mais le cœur y est plus et tu fais le minimum? Tu repasses pas forcément par cette introspection intellectuelle, je comprends bien de dire alors qu'est-ce que je veux faire rationnellement, les chiffres, etc. Là, tu es dans une autre phase. Comment ça s'organise de nouveau, cette transition-là? Parce que comme avant, je ne m'écoute pas non plus, si tu veux, c'est pas quelque chose qui est tombé comme ça, tu dois prendre soin de toi, et cetera. Non, pas du tout. Je vois bien que j'ai plus le sens dans ce que je fais, et en même temps, j'ai toujours cette peur de manquer. Quand tu es chef d'entreprise, si tu ne travailles plus, l'argent ne tombe pas, hein, ça vient pas du ciel. Donc j'ai cette peur toujours en toile de fond, et en même temps, j'ai ce besoin viscéral de prendre soin de moi et à travers les autres. C'est-à-dire que s'impose à moi, j'écris des vision boards chaque année sur ce que je veux réaliser avec la partie Tableau de visualisation pour les moins anglophones de nos auditeurs. Alors, tu peux nous en dire deux mots, enfin, en expliquant deux mots, un tableau de visualisation, c'est quelque chose d'assez graphique. On choisit des images au-delà des mots. On utilise un peu le photolangage pour représenter une sorte de tendance, des envies, une sorte de quelque chose qui nous fait envie, qui nous fait rêver, qui nous inspire en tout cas. Et puis on le place, on fait ce tableau-là, ce montage, ce collage, un petit peu comme font les enfants des fois, et on le place à un endroit stratégique pour passer devant, pour se rappeler et ne pas perdre de vue l'essentiel de ce qu'on se souhaite finalement pour soi. Donc tu réalises chaque année cet exercice de tableau de visualisation. Absolument. Et dedans, tu vois, ne sachant pas à quoi me raccrocher, le tableau de visualisation, il sert à ça aussi. C'est à garder le cap, justement. Et je regarde ce tableau et je me dis, mais tiens, ça fait des années que dans ton vision board, comme je le fais chaque année, tu reportes quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est faire quelque chose de tes mains. Et dans cette partie faire quelque chose de tes mains, j'avais mis 3 possibilités. J'avais de la vannerie, du savon et qu'est-ce que j'ai mis? De la couture. Et donc, ne sachant que faire, je me dis, écoute, réalise une partie de ton vision board. Et donc, je m'inscris à un stage de savonnerie. Alors, c'est plus qu'un stage. Donc, je pars à Grenoble pour me former et le thème Alors, de là, ce... Excuse-moi de t'interrompre, mais là c'est intéressant parce que là du coup, il n'y a plus du tout de rationnel là-dedans. Tu te dis pas, enfin, tu passes à l'action sans te préoccuper de ce que ça va devenir. Et ça, je trouve ça, dans ton parcours, c'est une première quand même dans le récit, de dire, je m'en fiche de ce que, enfin, c'est pas que ça va me rapporter de l'argent, mais j'ai envie de le faire, je le fais. Point. C'est ça. Mais en fait, c'est plus que ça. Ça s'est imposé à moi comme une urgence, en fait. Je sais pas l'expliquer, mais en fait, je devais le faire. C'est un appel, en fait. Il y en a qui te diraient c'est un appel. Et je sens que j'en ai besoin. Et moi qui n'ai pas été beaucoup dans l'écoute de mes besoins pendant tout le début en tout cas de ma vie, ma carrière professionnelle. Et là, j'y vais sans me poser de questions, mais pas avec d'intention, même si cette formation, c'était juste pas je fais un savon, mais c'était je crée ma savonnerie artisanale. Et donc, j'y vais avec la seule qui n'a pas l'intention de créer sa savonnerie artisanale. Je me retrouve la seule dans cette formation. Les gens me voient arriver pas du tout dans le profil des gens qui suivent cette formation. Et puis, du coup, je
Je reviens de cette grosse formation où on voit tous les sujets. Je rentre chez moi, je me mets à fabriquer des savons puisque on nous dit effectivement à l'issue de cette grosse formation, pour ceux qui veulent pas ouvrir tout de suite leur business, de continuer à savonner, donc à fabriquer des savons. Je savonne du liquide, du solide, etc. Je peaufine des formules, j'en fais plein, tant et si bien que la maison se retrouve remplie de savon. Mais vraiment, c'est pas une image. Et puis mon mari me dit, mais Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces savons? quoi? Je comprends que ça te fasse du bien, mais voilà. Et là, je me retrouve dans un schéma où je fabrique des savons. Ça a été une thérapie, hein, et j'aime ça. Ça me fait un bien incroyable de faire des choses concrètes de mes mains, de finalement d'être centrée que sur cette chose-là. Je découvre aussi le monde de la savonnerie et surtout de la cosmétique avec tous malheureusement, ces mensonges et ces mauvaises choses pour la santé. Et là, ça me pique. Je me dis, mais attends, tu as eu un cancer de la thyroïde, c'est les perturbateurs endocriniens. Je fais le lien avec ces savons et je me dis, mais il faut que je sauve des gens. Donc, je pars en sauveur et je crée une savonnerie artisanale avec la mission. Je dépose une entreprise à mission, je la crée. Donc, je me soigne. Ma thérapie, c'est de monter une boîte et je monte cette savonnerie artisanale. Personne dans mon entourage ne comprend ce que je fais. Personne. J'ai un mari fabuleux qui est mon coéquipier de vie qui, depuis surtout qu'on a acheté cette maison, qui me sauve la vie, il me fait une confiance absolue et me dit, quoi que tu fasses, je te suis parce que quelque part, tu m'as démontré que parfois, la vie, tout n'est pas rationnel et voilà. Donc, ça... Lui est comme toi, il est très rationnel, pragmatique, ou est-ce que justement il a un profil complémentaire au tien je sais pas, un peu plus rêveur, un peu plus... voilà. Je pense qu'il a les deux, mais pas aux mêmes endroits. Mais à la base, c'est quelqu'un de très cartésien, mais pas sur les mêmes choses. En fait, on est une symbiose. Et... Ok. Et du coup... Là, je t'arrête, j'en profite de t'interrompre pour rajouter quelque chose. J'ai une conviction personnelle, hein, qui n'engage que moi, c'est qu'on parle beaucoup de la notion de sens. Je trouve que notre sens est très lié à notre histoire personnelle. Et là, tu vois, tu viens de m'apporter une pierre à mon édifice, ou tu viens de renforcer ma croyance, en tout cas, puisque le lien et le sens que tu trouves, bah, c'est de donner du sens à ta maladie, et de dire, bah, en fait, il faut que ça serve à quelque chose, et je vais utiliser ce qui me fait plaisir de faire, puisque tu découvres un vrai plaisir intrinsèque dans l'activité de fabriquer du savon, et tu dis, je vais aider des autres à prendre conscience et à prendre soin d'eux en mettant des choses saines sur leur peau. Je trouve tu vois, des fois on va chercher midi à 14h, et je trouve que dans notre histoire personnelle, dans notre vécu personnel, voilà, se cachent souvent déjà beaucoup d'ingrédients de ce qu'on appelle trouver du sens. Et le mérite que tu as, j'en profite pour te le dire, c'est de faire ce lien, tu vois, parce que il peut t'arriver exactement les mêmes événements de vie sans que tu puisses avoir, tu vois, cette compréhension des choses, et je trouve que c'est présent tout au long de ton discours, tu vois. Alors, je sais pas si c'est des apprentissages que tu as eus immédiatement ou de manière rétrospective, mais quand tu racontes ton histoire, je trouve qu'il y a un côté analytique intéressant, où tu es vraiment dans cette démarche de quête, en fait, où chaque expérience te fait grandir et te fait apprendre et te découvrir. Ok, donc c'est parti, pleine balle, on monte une savonnerie, et puis là on remet les codes du commerce, puisque autant utiliser ce que tu sais faire aussi. Donc ça part un peu dans tous les sens, tu crées plein de trucs, c'est ça? Alors, oui, c'est un peu fou puisque rien n'est planifié. Donc, je crée, je produis, je fabrique. Donc, je monte un labo de R&D et de fabrication, parce qu'il faut déposer tes formules. En France, c'est très normé. Je découvre et j'apprends la norme. Je dépose, enfin bref, tout ce qui est légal. Je fais toutes les démarches administratives. J'ouvre une boutique. Donc, gros investissement financier pour le coup, toi qui étais dans ce besoin de sécurité, là tu y vas all-in, quoi, presque. Peut-être pas all-in, mais... En ligne en même temps. Ouais. Et j'ouvre une boutique en ligne en même temps. Tout ça toute seule. Donc, c'est complètement fou. Je ne recommande à personne de faire tout ça en même temps. Mais en fait, tout ça, je le fais à l'inverse de tout ce que j'ai fait auparavant dans ma vie. C'est pas planifié. Le business plan tient pas du tout la route, mais j'y vais quand même. Je fais pas d'emprunt. Je finance sur fonds propres. Je fais tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais j'ai besoin de le faire.
Et sur le moment, je ne comprends pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que je le fasse, donc je le fais. Et puis je me dis à un moment, je trouverai bien sur le chemin la réponse, le pourquoi, j'en sais rien, mais de toute façon, c'est vital, il faut que je fasse. Donc personne ne comprend trop dans mon entourage, dans mes équipes en immobilier, il n'y a que mon mari qui me pose pas de questions et qui me soutient, parce que lui, il sait que bon, on ne sait pas. Et voilà. Et au bout de 2 ans, bon, je sais compter. J'ai cassé la tirelire. Rationnellement, je vois bien que ça va pas tenir la route. J'analyse après le modèle et je me rends compte qu'on peut pas ouvrir une boutique physique, un labo, une boutique en étant une seule personne, sans levée de fonds, sans ambition et sans modèle économique derrière. Je trouve pas de modèle économique. Il y a qu'une chose qui est extraordinaire, c'est que je crée une marque qui a une mission et qui suscite l'adhésion. C'est-à-dire que j'ai créé ce qui est, je trouve, le plus beau à créer, c'est quand tu as une marque évocatrice qui parle aux gens et qui attrape le cœur des gens. On peut le dire, hein, ça s'appelait Nous savons. Et donc, avec le jeu de mots, avec le côté pédagogique qui va derrière de faire prendre conscience des perturbateurs endocriniens, notamment dans les cosmétiques. OK ? Et du coup, j'ai vécu cette expérience incroyable. Ça m'a apporté beaucoup parce que quand tu fais du bien et que tu as une telle sincérité dans ta marque et tout ça. Mais malheureusement, comme toi, ça me renforce une croyance. Je me dis, bah voilà, quand tu veux faire du bien aux gens, bah tu peux pas gagner d'argent. Et toi, tu crois que tu l'as fait pour te prouver que c'était pas possible de faire avec le cœur ? Non, je l'ai fait avant tout parce que j'avais besoin de faire quelque chose qui soit pas planifié, qui soit pas juste quelque chose que je ressentais que j'avais envie de faire. Ça m'a confortée dans l'idée que quand tu fais des choses belles et bien et avec le cœur et avec sincérité, authenticité, ce que j'ai toujours essayé de faire en étant commercial, mais on donne jamais le crédit à un commercial que c'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Et pourtant, je l'ai toujours fait comme ça. Mais là, du coup, je me suis dit, je vais enfin faire un truc avec le cœur où tout le monde va accepter que je fais le truc avec le cœur. Et donc ça, c'était formidable parce que ça m'a renvoyé ça. Après, oui, ça a quand même rechallengé une croyance que j'essayais d'enlever, qui était, enfin, ça a remis de l'eau à mon moulin. Tu sais, les croyances, on les entretient, mais ça reste nos croyances, ça nous appartient, c'est aucunement la réalité. Et je me suis dit, tiens, mince, c'est comme si j'avais voulu me prouver que quand on fait quelque chose avec le cœur, bah, finalement, ça peut pas marcher économiquement. Ça l'a pas renforcé, mais tu vois, ça m'a challengé justement cette croyance et je me suis dit, oula, il faut pas que j'en tire les mauvaises conclusions. C'est pas ce que ça veut dire, parce que si j'avais voulu que ça marche, je m'y serais pris autrement et ça aurait marché. Parce que j'ai fondé le plus dur, c'était une vraie marque évocatrice. Derrière les produits et les formules, c'est juste l'issue, mais c'est la matérialisation de ça. Et du coup, non, en vrai, je voulais pas que ça marche. En vrai, je m'y suis pris comme j'avais besoin de faire cette pause et de m'autoriser une pause. J'ai mis du business dedans parce que ça justifiait ma pause, mais en vrai, j'avais juste besoin de prendre soin de moi en prenant soin des autres parce que c'est ce qui me faisait du bien. Voilà. Il y a une phrase que j'ai relevée quand on a discuté précédemment ensemble. Tu m'as dit, je me suis payé mon école de l'entrepreneuriat. Je me suis offert une belle école d'entrepreneuriat parce que tu te rends compte, j'ai pas de diplôme de chimie, j'étais nulle en maths, j'ai eu 4/20 au bac en maths, tu vois, donc l'antithèse de scientifique. J'ai fait de la formulation, alors c'est chimie première année. J'ai monté donc mon labo, j'ai monté une boutique. En fait, je me suis payé une super école d'entrepreneuriat où tu apprends en faisant et tu te plantes et tu réitères et tu retestes. C'était extraordinaire. Finalement, ça m'a pas coûté si cher que ça pour une bonne école d'entrepreneuriat. Mais franchement, si quelqu'un veut entreprendre, je le recommande. C'est une expérience extraordinaire. En tout cas, j'ai créé une super marque. Tu vois, j'ai bossé sur la partie com, sur la partie marque, sur la partie communication. C'était passionnant. Enfin, j'ai fait vraiment 2 ans d'entrepreneuriat extraordinaire. Et la fermeture de Nous savons, de cette savonnerie et de cette marque, bah, déjà ça prend du temps dans le processus administratif, il a fallu se déstocker, etc. Ça, quand tu l'as évoqué véritablement comme un deuil, hein, parce que c'est un peu, ton bébé, c'est quelque chose de douloureux, et puis c'est long en plus, on peut pas passer du jour au lendemain comme ça. Là, on a un peu 6 mois j'allais dire, de recul.
et tu es dans cette phase de réflexion, de nouveau, d'introspection, j'allais dire. Et je l'ai mentionné en intro parce que voilà, tu l'avais évoqué librement, donc tu as plus recours maintenant dans ton introspection à toi qui es très pragmatique, très cartésienne, à vouloir aligner des chiffres, à repousser une nouvelle limite finalement qui est celle de l'invisible, de la spiritualité et des choses qui peuvent paraître très éthérées et très bizarres pour certains, mais ça m'intéresse que tu nous expliques comment ce cheminement aussi, comment tu as rajouté et comment tu te fais confiance d'aller voir des médiums, des numérologues, et qu'est-ce que ça t'apporte dans cette nouvelle phase de réflexion? C'est un cheminement, mais comme notre vie. Mais tu vois, ça a commencé par, je m'étais formée au coaching pendant le Covid aussi, et je me suis fait certifier coach, et donc j'ai accédé à la PNL. Donc là, je me suis dit, tiens, on peut vraiment programmer. Ça m'a passionné, ça m'a impressionné, l'impact qu'on peut avoir sur un esprit, sur quelqu'un, ça a été le premier éveil. Ensuite, le deuxième, c'est quand je t'ai dit, quand pendant 2 ans, j'ai tourné des business plans pour me lancer dans l'immobilier. J'ai découvert le tarot déjà à ce moment-là et je regardais, j'essayais de me tirer les cartes, voir si le tarot disait des choses, mais de manière très empirique, avec un petit livre, tout ça. Mais j'ai remarqué que les cartes avaient changé à partir du moment où j'ai trouvé mon aventure en immobilier. Ça m'avait un peu, tu vois, dans un coin de ma tête. Je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que je me tirais les cartes comme ça pour m'amuser. Ça disait toujours des trucs un peu difficiles, un peu négatifs, un peu nébuleux. Et puis, le jour où j'ai trouvé, ça m'a complètement changé mes tirages. Je me suis dit, tiens, c'est amusant. Bon, voilà, c'était dans un coin de ma tête. Et puis là, en fermant la savonnerie, bah oui, c'est un processus de deuil. Et donc, juste fermer et puis arrêter quelque chose, c'était compliqué pour moi. Donc, pour mettre de la perspective, et puis ça m'a aussi beaucoup questionné sur la suite, puisqu'effectivement, il y a un moment, il faut aussi avancer, pas que fermer. Donc, je me suis ouverte à plein d'autres choses. Donc, je me suis réouverte un petit peu au tarot. Ayant été confrontée à la mort, je me suis intéressée au sujet de la mort. Et donc, au-delà de la mort, j'ai rencontré dans un networking de femmes entrepreneurs une femme qui était DRH et qui est devenue médium. Ça m'a beaucoup interpellée. Donc au départ, je la fuyais. Et puis ensuite, je me suis retrouvée dans un mastermind avec elle. Donc, tu vois, on travaille business ensemble. Puis elle me parlait de son business. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, comme je suis en quête de mon après, j'essaye de comprendre un peu ce que je fais sur cette terre. Pourquoi je suis là, peut-être que ça m'aidera à mieux savoir ce que je peux faire après. Donc, j'ai été en consultation avec elle et donc, elle m'explique qu'on va parler avec l'au-delà, qu'elle va me reconnecter à des énergies, tout ça. Je trouve ça, ça me fait à la fois peur et puis à la fois, ça me pose question. Et donc, avant d'aller la voir, comme j'aime bien prévoir, je lis un livre, Le Test, Stéphane Alix. Je ne sais pas si tu connais. Je connais Stéphane Alix de nom et je l'ai entendu quelques fois, mais je ne connais pas ce livre. Un journaliste et qui a beaucoup travaillé le sujet de la mort. Et le test, je ne vais pas spoiler, mais c'est pour savoir s'il y a une vie après la mort. Et quand il perd son papa, il se met d'accord avec son papa qu'ils vont faire un test quand son papa sera dans l'au-delà. Voilà, ça c'est le... Après, il faut lire le livre. Et donc, je lis ce livre rapidement avant d'aller consulter cette femme pour me préparer à ce que je vais vivre dans sa consultation. Et là, se passe un truc dingue, c'est qu'elle arrive à monter mon niveau d'énergie. Et quand tu montes ton niveau d'énergie, alors on y croit, on n'y croit pas, mais il faut le vivre, c'est une expérience. Tu changes de vibration et donc tu arrives sur des niveaux vibratoires qui se rapprochent de ce qu'il y a après. Et alors, j'ai trouvé que c'était très doux ce qu'on vivait à ce niveau d'énergie. J'ai trouvé ça, c'était un beau voyage, assez fabuleux. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas. J'ai eu... a priori, en tout cas, pu voir des aïeux qui m'étaient chers. Bon, voilà, je reviens dans mon bureau ici. Bref, il y a plein de synchronicités qui se passent assez troublantes. Ça questionne, mais bon, voilà, je mets ça de côté. Et puis, en cherchant de nouvelles opportunités aussi business en parallèle de ça, on me recommande une numérologue, j'avais jamais fait. Je me dis au point où j'en suis, maintenant que je change de niveau vibratoire. Allons-y gaiement, allons voir maintenant les numérologues. Et donc, je vais voir une numérologue. Très intéressant, la numérologie, c'est de la science. Ça reste des chiffres et de l'alignement de chiffres avec des vibrations aussi pour les chiffres. Mais là, on est sur des choses hyper cartésiennes pour le coup, très, très, très cartésiennes. Ça me donne des pistes aussi sur
en fait, si tu veux, mon raisonnement, c'est tu n'as jamais réussi à écouter tes besoins. Tu as jamais réussi dans ta carrière à connecter vraiment à tes besoins, à part dans la savonnerie. Comment est-ce que tu peux te reconnecter à toi et à tes besoins profonds, apprendre à t'écouter quand tu ne sais pas le faire, tu n'as pas été éduqué à ça. Donc, c'est un peu ma quête avec ces démarches-là, la numérologie, ça. Et un troisième truc dont je ne t'ai pas parlé, mais c'est le human design. Donc, le design humain, donc c'est encore un autre mode de fonctionnement, un peu entre on va dire, ouais, non, c'est même pas les astres, hein, c'est plus proche de la numérologie, je pense. Enfin, les experts en human design expliqueront mieux que moi. Mais c'est encore une autre clé de lecture. Et là, tu parles beaucoup de tes besoins et surtout de ta mission de vie. Et comme moi, c'est un peu ma quête de sens. Et OK, l'argent, la réussite, pourquoi ce besoin de toujours performer? Et donc là, pendant 6 mois, j'ai fait un peu cette quête à travers ces différentes aides-là et ces différents outils. Et du coup, j'ai compris que ma mission, c'était d'accompagner. Pas forcément de former, mais vraiment d'accompagner. Alors après, accompagner à quoi? Ça, c'est tout le chemin que je suis en train de faire et voilà ce que je suis en train de construire pour mon après. Mais une façon d'être aligné avec soi et de raccrocher à la fois le sens, le besoin de sécurité et tout ça, bah enfin, j'ai envie de reconstruire mon après en partant de moi. Et pas en partant de ce qu'on attend de moi ou de ce qu'on décide pour moi ou de ce que quelqu'un d'autre a décidé que ça serait bien, enfin qu'il serait bien de faire. Voilà. Et partir de soi, je pense, il y a Simon Sinek qui dit Start with why, il commence par le pourquoi. Il a raison, mais tu vois, quand tu le lis, tu comprends pas que le pourquoi, il est si profond. Et le pourquoi profond, il est dur à aller trouver. Et donc, c'est vraiment ce sur quoi j'ai travaillé pendant 6 mois pour pouvoir livrer quelque chose qui soit plus en contradiction avec moi, mais qui soit moi. C'est une manière dont je décris l'attitude de ce que je décris comme l'attitude capitaine, c'est la connexion à soi, la connexion aux autres et la connexion au monde, à une finalité, à quelque chose qui nous dépasse ou un objectif tout simplement et trouver un peu cet équilibre. On s'approche de la fin de l'épisode, mais je récapitule un petit peu, tu me dis si j'en oublie, tes principaux déclics et ou bifurcation. On n'a pas beaucoup parlé, mais tes parents divorcent à 4 ans, et puis ça joue sur tes croyances et ta construction. Il y a cette école de commerce, qui n'est pas forcément ton choix premier, mais qui joue un rôle important dans ta vie. Il y a, alors je ne sais plus si je le mets dans le bon ordre, mais bien sûr l'arrivée de tes enfants et le burn-out ou le presque burn-out de chez American Express. Il y a aussi ce travail que tu fais sur toi au moment de ADP, d'introspection. Il y a le déménagement dans le Luberon. Il y a évidemment cette maladie. Il y a ce tableau de visualisation que tu fais. Il y a cette expérience entrepreneuriale, nous savons. Et puis aujourd'hui, il est en train de se passer peut-être autre chose, une autre phase de construction avec ce que tu viens de nous raconter. Donc, j'aime bien remettre un petit peu en perspective comme ça, parce que parfois, et c'est un exercice que nos auditeurs peuvent faire chez eux aussi, c'est quels sont les 5, alors on dit 5 pour que ce soit pas 50 ni un seul, mais c'est quoi les 5 grands événements de ma vie et qui font que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour faire ce clin d'œil là et récapituler un petit peu ton parcours et tes déclics. Quelques questions là qui m'intéressent pour à la fois conclure et ouvrir. Qu'est-ce que tu te souhaites pour le futur à l'instant T? Écoute, je me souhaite... 3 mots. Tu as le droit à 3 mots, 3 mots clés. D'accomplir ma mission de vie. Accomplir ta mission de vie. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre à tes enfants? Je dirais pas de toujours se faire passer en premier, mais de ne jamais s'oublier dans l'équation. Ok. Si la question de l'argent ne se posait pas, c'est une question que j'aime bien poser ça en général. Si la question de l'argent ne se posait pas, tu ferais quoi? C'est entre assistante sociale et avocate. En fait, j'aiderais des gens, des causes perdues et qui valent le coup à émerger ou à sortir de leurs difficultés, en fait. Je porterais des causes, en fait.
Je voulais faire du volontariat pendant longtemps, mais ça, enfin, pas que du bénévolat, mais vraiment, si je pouvais me dédier à une cause, tu vois, façon un peu Mère Teresa, je pense que c'est un truc que je ferais. J'adore porter des causes et les faire émerger, tu vois. Nous savons, c'est pas pour rien. Bah, j'adore cette question parce que tu vois, en général, elle révèle vraiment des éléments intéressants parce qu'évidemment, on n'a pas de baguette magique et on a besoin quand même un peu de faire bouillir la marmite au-delà de notre besoin de sécurité. Mais tu vois, derrière ta réponse, il y a déjà pas mal d'éléments. Enfin, assistante sociale et avocat, c'est pas la même chose, mais il y a une posture et puis, en tout cas, des idées à faire émerger parce qu'on a souvent tendance à avoir un cerveau binaire blanc-noir, je peux pas, mais voilà. Très bien. Tu connais un peu Alors, juste avant de conclure, je voulais savoir ce que, à chaud, là, comme ça, ce que notre échange, ce que cet entretien t'avait apporté, toi, à titre personnel. Voilà, est-ce que tu y as vu des bénéfices pour toi-même? Ah oui, énorme. Merci Baptiste. En fait, parler de soi, c'est un exercice difficile, sauf quand on aime ça. Moi, j'aime pas. Je pense que ce que je préfère, c'est porter des causes et parler des autres. C'est pour ça que je suis commerciale et faire valoir les autres. Donc là, parler de soi, ça nécessite de réfléchir. Et puis s'entendre parler de soi, tu sais, c'est un peu thérapeutique aussi. Donc merci. Merci, parce que ça nourrit, ça met de l'eau aussi à ma réflexion et à ma construction pour la suite. Voilà, et j'espère que, en tout cas, ça aidera peut-être des personnes qui passent par ces étapes-là de construction, de réflexion ou autre. C'est tout. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Je sais que tu as écouté beaucoup des épisodes de l'émission, donc tu connais un petit peu mes questions récurrentes de la fin. 3 inspirations personnelles que tu nous recommandes: films, séries, livres, lieux, musique, documentaires, conférences, ce que tu veux. Ouais, alors justement, le test de Stéphane Alix, parce que la mort, c'est un sujet pour tout le monde et que c'est un très très beau livre, très facile à lire et hyper riche. Et je pense que ça peut aider et servir tout le monde. Ça, c'est vraiment sur la partie vie de chacun. Et pour le coup, ça impacte toutes les sphères de la vie. Donc, je trouve ça passionnant et très réconfortant. Et voilà, et qu'on soit parent ou confronté ou pas à ce sujet. C'est un beau. Je recommande vraiment de le lire. Tu vois, pour répondre à mon équation, un des derniers livres, alors c'est encore un livre, je suis désolée parce que je ne regarde pas beaucoup de films, quelques documentaires éventuellement. L'Almanach de Naval Ravikant, ok. Si tu l'as lu, mais c'est a priori oui, ce que tu m'en parles, mais c'est dingue parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et essayiste américain qui parle du soloprenariat et de décorréler la notion de revenu de la notion de son temps, et un des autres grands principes que j'ai retenu, d'adapter son business à sa vie et pas le contraire. Pourquoi ça me parle? Parce que en gros, c'est riche et heureux. Est-ce que tu peux avoir du sens aussi et en partant de toi et quand même répondre à ce besoin-là de la richesse, c'est pas de l'argent, et la richesse, c'est autre chose aussi que l'argent. Et il est philosophe. En fait, c'est la philosophie et l'entrepreneuriat un peu mêlés. Il est investisseur aussi, mais du coup, je trouve ça assez passionnant et c'est bien fait. On pourrait faire un épisode là-dessus, c'est-à-dire, je crois qu'on est dans une période où il y a pas mal de choses à réinventer, et nos modèles économiques personnels, et ton exemple en est probant, c'est-à-dire de sortir des chemins tout tracés. Soit je suis salarié, soit je suis entrepreneur. Il y a forcément des entre-deux à réinventer, et aujourd'hui, un modèle économique doit peut-être être éclectique et divers pour être plus agile aussi, mais voilà, ça fera peut-être l'objet encore d'un épisode spécifique. Ok, on en est à 2. Est-ce que tu en as un 3e pour nous partager? Et le 3e, c'est se pencher sur le Human Design ou la numérologie, parce que vraiment, finalement, c'est pas une démarche très longue, mais c'est tellement éclairant pour la connaissance de soi et ensuite pouvoir délivrer, que ce soit dans sa vie, être aligné. Et je trouve que c'est vraiment des outils extraordinaires. Voilà. Donc, c'est des inspirations, en tout cas. J'ai découvert à travers un ami la numérobiologie. Alors c'est encore peut-être autre chose, mais explorer. Je te passerai son numéro. Il s'appelle Nicolas et il est super sympa. Et je le salue au passage. J'en profite donc, merci, un grand merci. J'ai encore une question à te poser. C'est quoi pour toi être capitaine de ta vie? Mais tu connais ce sera notre mot de la fin.
Mais je te laisse toujours un petit peu le temps de la réflexion pour que tu nous donnes ta meilleure réponse. Et j'en profite aussi pour remercier nos auditeurs. N'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner, à nous donner des retours, à donner aussi des retours à Maureen plus qu'à moi. Mais voilà, je crois que c'est une façon aussi de remercier les invités, ce qu'ils vous apportent et les déclics qu'ils peuvent déclencher à distance. C'est toujours super nourrissant et valorisant de savoir qu'on a peut-être aidé des gens indirectement par notre récit. Je te disais aussi, Maureen, en dehors de notre enregistrement, parce que tu me disais, je ne sais pas qui ça va intéresser, je trouve on ne s'autorise plus, ou en tout cas plus beaucoup, ce niveau d'échange, même avec nos proches. Et ça fait du bien d'entendre des états d'âme, des doutes, des tergiversations, des parcours de vie qui... même s'ils ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres, il y a beaucoup de choses qui résonnent. J'aime bien la phrase « Quand les humains s'élèvent, ils se rejoignent ». Donc nul doute que ça fera écho chez beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Maureen, avant de te poser ma dernière question, un grand merci, parce que je sais que l'exercice n'est pas facile de partager comme ça son intimité. Tu as joué le jeu à fond, donc merci beaucoup. Il me reste à te poser la question qui tue. C'est quoi pour toi, Maureen, être capitaine de sa vie? Merci Baptiste, à toi aussi. Écoute, être capitaine, donc oui, j'y ai un petit peu réfléchi quand même. Pour moi, être capitaine de sa vie, c'est choisir ses caps, choisir aussi de changer de cap, s'entourer d'un bon équipage pour rester dans ton univers maritime, accepter le gros temps, parce que de toute façon, on ne le choisit pas, mais accepter aussi les temps de mer calme, pour le coup, la solitude, du coup, au large. Et pour conclure, du coup, je dirais ne jamais oublier que la destination, c'est un prétexte. Merci Maureen Cogitor. Merci Baptiste, merci beaucoup. I am the captain of my soul.